internationale avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Bienvenue à toutes et à tous à cette édition d'information du soir sur Tambra Télévision. En ce mardi 1er septembre 2020, le Niger assure officiellement à partir de ce jour 1er septembre 2020 et pour un mois la présidence du Conseil de sécurité de l'ONU après 40 ans. Il s'agit là d'une très grande responsabilité et d'un défi énorme à relever pour mener à bien cette mission combien importante. Toute la diplomatie nigérienne et particulièrement la représentation du Niger à l'ONU est mobilisée. Au cours donc de ce mandat, l'instance onusienne sous la présidence du Niger va organiser un débat présidentiel à cette occasion. Cette réunion se tiendra au sommet du Conseil de sécurité et présidée par son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger. Le président de la République, Issoufou Mahamadou, a effectué ce matin une visite sur les sites inondés du 5e arrondissement communal de la ville de Niamey. Il était à cette occasion accompagné du gouverneur de la région de Niamey et du président de la délégation spéciale de la ville de Niamey. Le temps fort avec Ralia Sami, Ibrahim Kantama. Suite aux fortes pluies enregistrées depuis le début de ce mois d'août 2020, les eaux du fleuve du Niger continuent de déborder et d'abandonner leurs lits. Les riverains sont envahis et les dégâts enregistrés sont importants, d'où toute la nécessité du déplacement du président de la République sur les lieux afin de soutenir les populations sinistrées. Ces pluies ont provoqué également des inondations avec des pertes en vie humaine, avec des blessés, des dégâts matériels, notamment, on vient de le voir, des rizières inondées et ailleurs, c'est des champs qui ont été inondés. Et si je prends le cas aussi particulier de la ville de Niamey, il a été enregistré près de 5000 maisons effondrées et près de 31 000 sinistrés. Le gouvernement a réagi très vite. Le gouvernement suit quotidiennement la situation et il a déclenché le mécanisme de soutien aux populations victimes de ces inondations. Le gouvernement ne se contente pas seulement de réagir, de gérer. Il a fait beaucoup d'efforts de prévention. Depuis 2012, si je prends le cas de la ville de Niamey, nous avons fait beaucoup dans le domaine de l'assainissement de la ville de Niamey, dans le domaine de la réalisation des collecteurs d'eau pluviale, dans le domaine de la réalisation de chaussées drainantes. Nous avons aménagé le Guntiena, vous avez vu ça. Si le Guntiena n'avait pas été aménagé, certainement il y aurait eu encore davantage de dégâts. Nous avons aussi, au-delà de Niamey, dans toutes les régions du pays, fait intervenir le PRGC, c'est le projet de gestion des risques de catastrophes et développement urbain. Mais tous ces efforts-là doivent être poursuivis parce que le gouvernement est conscient du fait que, par exemple, le fleuve doit être désensablé. Le gouvernement est conscient du fait qu'il faut aménager les affluents du fleuve qui alimentent le lit du fleuve en sable. Nous sommes conscients aussi qu'il faut aménager aussi les bras morts du fleuve. Tout ça, ça fait partie
des efforts de prévention qu'envisage le gouvernement. Au-delà de Niamey, on intervient dans toutes les régions et notre objectif, c'est, je dirais, de construire des villes et des villages équilibrés, durables et intelligents. C'est un peu l'objectif autour duquel le gouvernement a toujours travaillé. Cet objectif va être poursuivi et c'est pour cela que nous allons multiplier les schémas directeurs d'aménagement des villes et des villages afin que ces villes et villages soient durables, intelligents et équilibrés. Le président de la République n'a pas manqué de les rassurer de l'engagement du gouvernement et ses partenaires à les accompagner dans ces circonstances malheureuses. Notons qu'en tant que premier responsable du pays, c'est un devoir civique que vient d'accomplir le président de la République en se rendant au chevet de ces sinistrés. Face aux rumeurs qui circulent ces derniers temps sur les réseaux sociaux, tendant à faire croire à l'opinion nationale et internationale que la Commission électorale nationale indépendante CENI a tourné le dos au fichier électoral biométrique et en particulier la carte d'électeur. Le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Maître Issa Kassouna, est sorti apporter par rapport à ces rumeurs des éclaircissements. Je suis très à l'aise dans le processus que nous sommes en train d'organiser. Nous n'avons pas commis la moindre faute. Le processus est sécurisé. Je donne rendez-vous à ceux qui le souhaitent le jour du scrutin ou le jour de la distribution des cartes. Pour l'instant, les cartes qui sont aujourd'hui critiquées ne sont même pas sorties. Les gens qui en parlent ne les ont même pas vues. Même moi, c'est un prospectus que j'ai. Ces cartes, quand elles sortiront, ils pourront vérifier qu'elles portent la photo de la personne qui la porte. Et cette photo n'est pas collée, elle est intégrée. Ça veut dire qu'elle est biométriquement à l'intérieur du papier et qu'on ne peut ni l'enlever ni la remplacer. Ça veut dire aussi que quelqu'un qui veut copier cette carte, vous ne pouvez pas la copier. Même si vous la copiez, nous saurons et nous avons les outils et instruments nous permettant de détecter que vous avez présenté une fausse carte. C'est pour cela que nous sommes tout à fait à l'aise. Je viens maintenant aux questions de ce que les gens appelle vote électronique. Il faut qu'on se trompe. Le code électoral du Niger n'inscrit nulle part le besoin ou la décision de mettre en place un vote électronique. Le vote électronique consiste à ajouter, au-delà des instruments du vote manuel, des éléments, ce qu'on appelle des périphériques qui permettent de connecter ce qui se passe sur le bureau de vote instantanément sur un réseau qui affirme, confirme et surveille le processus. Pour l'instant, il ne faut pas rêver. Le Niger la loi nigérienne ne le contient pas et la CENI ne l'a pas mise en place. Si c'est cela que les gens demandent, nulle part il est question d'instituer un vote électronique et le vote électronique n'est ni prévu par la loi, ni prévu par la CENI, ni mis en œuvre. Donc, tous ces accessoires qu'on met autour des bureaux de vote qui vont permettre de voir si quelqu'un a voté, c'est comme la carte bancaire, quand vous retirez l'argent tout de suite, vous recevez l'avis de débit. Oui, mais attention, il y a un réseau de communication par lequel le système signale que sur tel bureau, un tel a voté. Le Niger n'a ni les réseaux de communication suffisants, ni les moyens techniques et financiers d'aller jusqu'à de tel... pas qu'on ne puisse pas, mais telle n'est pas l'option pour le moment. On s'en tient à ça. Le vote est et demeure manuel. La carte, elle est biométrique. Le fichier lui-même est biométrique. Tous les éléments de biométrie y sont. Vous avez le visage de la personne. Vous avez les empreintes des 10 doigts. Dans certains pays, c'est même 2 doigts comme mais nous, on a les empreintes des 10 doigts des citoyens. Mais mieux, nous avons l'identité complète. Nom, prénom, date et lieu de naissance. Statut social, c'est-à-dire marié ou pas. Lieu de naissance, numéro de téléphone quand il y en a, et domicile et profession. À partir de ce moment, très franchement, la personne est identifiée de façon finale. Mais mieux, nous avons un numéro unique
que nous donnons à chaque électeur, à partir duquel tout autre électeur ne peut pas se faire passer pour lui. Ça, c'est la sécurité sur le fichier et c'est l'explication de l'exclusion du vote électronique. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a décidé de briguer un troisième mandat. Malheureusement, la Cour constitutionnelle ivoirienne a rejeté sa candidature, ce qui a entraîné des violences au sein de la population. Retour sur la situation de la Côte d'Ivoire avec le juriste communicateur Maman Bachar dans cet extrait. Le président Alassane Ouattara, dans un sursaut, en tout cas patriotique, comprennent que les choses ont changé. Et les populations qu'on avait en 1960 ou en 1970 ou en 1980, ce n'est plus les mêmes populations qu'on a en 2020. Aujourd'hui, les gens ont les WhatsApp, ils ont les Twitter, ils ont accès aux chaînes internationales, ils voient ce qui se passe à travers le monde. On ne peut pas leur imposer un certain archaïsme dans la gestion des affaires publiques, surtout de l'État. Donc, s'il prend la mesure justement de cette contestation et qu'il comprenne surtout qu'il est en décalage total avec l'essentiel de la population de son pays qui est essentiellement jeune, alors que lui, il avoisine les 80 ans, il va vraiment se faire une leçon, tirer sa révérence et laisser à d'autres citoyens, donc ivoiriens, de pouvoir avoir la chance aussi de prétendre abriguer la magistrature suprême de leur pays. Puisque cette stagnation est une vraie crise, parce que même dans la perspective où il parvient vents et marées à rester, ça sera un président qui aura des difficultés à pouvoir asseoir sa légitimité et à pouvoir exercer son pouvoir de manière sereine et de manière en tout cas souveraine dans son pays. La suite de cette édition, le débordement du fleuve et l'inondation de cette année a occasionné beaucoup de dégâts aussi bien humains qu'économiques. C'est du moins le constat qui se dégage dans ce reportage. L'inondation, on n'en parlera jamais assez au vu des dégâts causés. En effet, aux côtés des décès et blessés enregistrés sans perdre de vue le nombre important de personnes sinistrées, il faudrait aussi compter avec les dégâts économiques engendrés. Car au bord du fleuve, ce sont des jardins prometteurs pleins de semis de toutes sortes qui ont été envahis et engloutis par l'eau. C'est tout un espoir de vie qui a été brisé pour certains. Alhamdulillah wallahi zaminu mantibane ne hare no go girme na sai mun be na hare no go girme na sai muna asarau kan yitense kolgoto na ganda nago ai zaga ka ai dina no san bapa ai faida o bande kul kalino kalamu ko miro ninno ga koy bene kalamu koy ponta jono kul kaliano no niyan kunu ni famola an hasar wo te de kel koy sede to dai mo mutara ginga koyete zambar hin kade da ni go koy zambar foda zon gude dan da hasaro kan ate san dai fuwai da kale kan anwa ni na faktiro ka agin te yan to ke mo kai irgate wallahi irga baga sina amma isidiya igo gir murai irga bai min dan yirsa dig ina a diggo amoru ina amori isa ya dinga dina dan ne izena daino gunu ta ga mun mo kan ina dan haro siga koy isara asiga esto ke kala ineran kalora omme ya dinga don dina dan gallano ni di haro godu reservation hanno o aside borde ngeni ngam kwarangwa dina dan nongo kayirki ni isa ye wara kula singa de borde ga kwarangwa aro matka kada aginga gayi amma inene no ahagunda. Ne sachant plus à quel sens se vouer, les propriétaires de ces jardins continuent d'entretenir peine perdue le peu d'espace non encore inondé. Ils gardent par ailleurs l'espoir de lendemain meilleur. Bouclons cette édition par la rentrée universitaire qui est prévue pour le 7 septembre prochain. Mais à une semaine de cette rentrée déjà, les étudiants menacent de la boycotter.
à moins d'une satisfaction de certaines de leurs revendications. Zainab Gagara, Ibrahim Kantama, reportage. En prélude à la rentrée universitaire prévue pour ce 7 septembre 2020, les étudiants nigériens s'y préparent activement. Même si dans une déclaration rendue publique hier par le comité exécutif de l'UNUN, ils envisagent de boycotter cette rentrée, si toutefois certaines de leurs conditions posées ne sont pas réunies. Le comité exécutif de l'UNUN interpelle le gouvernement quant aux conditions de vie et d'études cauchemardesques dans lesquelles végètent les scolaires nigériens en général et les étudiants de l'UAM en particulier. C'est pour cela que nous exigeons la reprise et l'achèvement sans délai des chantiers d'infrastructures en cours. Exigeons la mise en stage immédiate de nos camarades du département mines et pétrole de la faculté des sciences et techniques. Exigeons la construction d'un amphithéâtre d'au moins 1500 places à la flèche, sans quoi la rentrée académique de l'année 2020-2021 sera impossible au niveau de cette faculté. Exigeons l'équipement de l'amphi 1000 places de la faculté des sciences et techniques. Exigeons le recrutement des enseignants, chercheurs et PAT pour le bon fonctionnement des différentes facultés. Exigeons une meilleure planification et un suivi rigoureux des calendriers académiques par les autorités académiques en vue de la résorption du retard et la normalisation des années académiques à l'UAM. Sur le plan social, exigeons une très bonne organisation du transport de nos camarades pour leur retour des grandes vacances. Exigeons le lancement des travaux de construction des bâtiments d'hébergement afin de décongestionner la cité universitaire. Demandons la construction d'un nouveau restaurant et un marché moderne à l'UAM. Exigeons le traitement dans un bref délai des dossiers de l'aide sociale et sans critère aucun, ainsi que le paiement de la deuxième, troisième tranche de la bourse qui accumule un arriéré d'au moins 5 mois, sans oublier le paiement immédiat de la bourse ministérielle de nos camarades de l'ENES. L'Union des étudiants nigériens UNUN donne un délai de 2 semaines au gouvernement pour la satisfaction de leurs revendications, auquel cas la rentrée sera perturbée. Et c'est la fin de cette édition d'information sur Tambra Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.